Au chevet des commerçants sinistrés après l'incendie du Grand Marché, un recasement est annoncé. Promotion de la bancarisation dans la région de Béquet, les populations encouragées à ouvrir des comptes. Enfin, 20 septembre 1979, la chute de Bokassa Ier, président et empereur autoproclamé de Centrafrique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. La mairie d'Abobo apporte sa compassion aux commerçants sinistrés après l'incendie qui a ravagé récemment le grand marché de cette commune. Les responsables municipaux annoncent dans l'urgence un recasement provisoire des différents marchands sur divers sites. Voici ce qui reste du grand marché d'Abobo. L'incendie déclenché dans la nuit de dimanche à lundi a tout ravagé sur son passage. 48 heures après ce sinistre, la fumée continue de monter dans le ciel. Sur place, vendeurs et vendeuses sont encore sous le choc. Feu a pris tout. L'argent, marchandises, tout est parti en fumée. On fait comment? Maintenant, les gens viennent pour démonter les conteneurs pour prendre pour partir. J'avais payé des chaises en caoutchouc, avec des matelas, tout était là. Puis j'ai payé des fers à béton. Le fer à béton, ça fait 1 300 000 et quelques mille. Voici le reçu. Tout a été brûlé. Le 4e adjoint au maire était sur les lieux pour apporter aux sinistrés la compassion de la municipalité. Le préjudice causé par cet incendie est énorme. Konesiaka rassure. Des dispositions sont en train d'être prises pour les recaser. Nous sommes en train d'examiner, donc il y a le marché de Sagbé, il y a le marché d'Anador vers Adama Sanogo. Il y a également un espace là que les commerçants connaissent bien. Nous sommes en train d'examiner tous ces endroits-là et tout autre endroit dans la commune pour voir comment nous pourrons déjà les recaser en attendant donc d'aller vers une réhabilitation ou une reconstruction carrément du marché. Selon l'adjoint au maire, les dégâts causés par cet incendie se chiffrent à des milliards. La mairie envisage très rapidement la construction d'un marché afin de soulager la population. Autre actualité nationale, les populations de la région de Béquet invitées à ouvrir des comptes en banque. Objectif, relever de manière significative le taux de bancarisation dans cette zone, voire dans tout le pays. Les explications de Kadi Konaté et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. De 2007 à 2016, le nombre d'institutions bancaires est passé de 18 à 28. Toujours selon le directeur des établissements de crédit et des finances extérieures, plus de 600 agences sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, seulement 16% de la population ivoirienne possède un compte bancaire. Pourquoi un si faible intérêt pour la bancarisation? Que savent les Ivoiriens des services bancaires? En tant qu'opérateur économique, j'ai des comptes bancaires. Je n'ai pas un compte bancaire pour le moment. Je ne connais pas l'importance de la banque. Parce qu'à chaque fois, payer transport pour aller déposer et revenir, donc je préfère ça à côté de moi. Pour atteindre l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 20% de taux de bancarisation à l'horizon 2020, plusieurs actions sont menées sur le terrain. La population est très méfiante vis-à-vis du système bancaire. Parfois à raison ou à tort, le fait d'être bancarisé à une certaine hauteur permet aux banques d'avoir suffisamment de dépôts et lesquels dépôts peuvent aider le pays à financer l'économie sans recourir à l'endettement extérieur. Afin de sensibiliser les étudiants sur le système bancaire, la GESI, Jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, a organisé une conférence sur le thème de l'importance de la bancarisation dans le développement d'un pays. Vu que le taux de bancarisation montre et mesure le niveau de développement d'une nation, nous étudiants en tant qu'acteurs de développement, puisque nous sommes la crème de la société, il faut dire que nous devons prendre les mesures pour accompagner les autorités gouvernementales dans le développement de la nation. La banque offre plusieurs avantages dont le financement de projets et des prêts à sa clientèle. Elle garantit la sécurité et la disponibilité des biens qui lui sont confiés. Du sport, à présent, le karaté ivoirien rend hommage à un de ses monuments, Maître Yao Kofi Julien, directeur technique national, également ceinture noire de karaté, a été célébré récemment pour son engagement en faveur du développement de cet art martial en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Salif Ouattara du service sport. 109 compétiteurs issus de 40 clubs de karaté-do se sont donné rendez-vous sur le tatami du Hall 1 du Palais des Sports de Treichville. Une occasion de rendre un vibrant hommage à Maître Yao Kofi Julien, 6e Dan Shotokan et directeur technique national.
Une compétition qui a démarré par l'épreuve des katas. Aïk Barami chez les dames et Yaokona Boris ont convaincu les juges par la bonne exécution de leur kata. L'épreuve reine des combats tant attendue par le public a été sans surprise. Chez les hommes, le champion de Côte d'Ivoire, Atobra Samuel, a confirmé une fois de plus sa suprématie. Il a battu Akande Rudouane dans une finale qu'il a largement dominée. Les ligues d'Abobo et de Yopougon, qui ont fourni plus de la moitié des compétiteurs, ont occupé les 2 premières places du classement par équipe. Les anciens n'ont pas été oubliés par les organisateurs de cette compétition, qui ont tenu à honorer Maître Sanogo, 9e dan et père du Shotokan ivoirien. La population mondiale continue de croître et selon une étude réalisée par l'Institut français d'études démographiques, l'humanité devrait augmenter d'ici à 2050, passant de 7,5 milliards actuellement à 10 milliards. Le bilan du séisme qui a ravagé la région centre du Mexique revu à la hausse. Au moins 225 morts, dont 21 enfants tués dans l'effondrement de leur école à Mexico, la capitale. À noter que l'aéroport et l'université nationale ont suspendu leurs activités. Les secouristes tentent de retrouver les survivants dans les décombres. La Turquie affaiblie aujourd'hui par la fuite de ses cerveaux. En effet, de nombreux Turcs hautement qualifiés décident de s'expatrier en raison des atteintes aux libertés individuelles et au manque de perspectives d'emploi dans leur pays. À 33 ans, Merve est doctorante en communication. Sur les terrasses de café qu'elle fréquente à Istanbul, elle évoque avec ses connaissances son prochain départ de Turquie. Elle part rejoindre son compagnon à Budapest. Alors c'est une migration amoureuse. C'est un peu le cas, mais c'est surtout qu'il est également turc et il ne veut pas vivre ici. Nous voulons tous les deux mener une carrière académique et c'est devenu très difficile en Turquie. Alors, nous avons décidé de partir. Loin d'être anodine, la décision de quitter son pays a été difficile pour Merve. Si on laisse la Turquie, qu'est-ce qui va arriver à la Turquie? On parle de ça tout le temps, mais il n'y a pas une réponse. Tout le monde choisit pour son futur, donc j'ai choisi de partir. Il y a des gens qui ont décidé de rester ici, ils ont toujours de l'espoir. Une situation économique qui se dégrade, un recul des libertés et une montée du conservatisme, autant d'éléments qui poussent les jeunes Turcs diplômés à envisager leur avenir loin du pays. Un phénomène préoccupant au vu du profil des candidats au départ. Leur départ signifie qu'il y a de moins en moins de personnes qui véhiculent certaines valeurs importantes, universelles, comme les droits de l'homme, et cela implique un affaiblissement de ces valeurs. C'est un vrai problème pour le pays. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que l'aspect socio-culturel, il y a aussi l'aspect économique. Leur départ est un vrai désavantage pour le pays. Aucune étude ne permet de mesurer l'ampleur de ce phénomène, mais les autorités turques en sont conscientes. Le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu fin juillet une fuite des cerveaux au profit de l'Occident qui touche l'ensemble des pays musulmans, dont la Turquie. En France, une solution écologique pour réduire les déchets organiques. Dans l'ouest du pays, une association débarrasse les restaurants et entreprises d'environ 400 kg d'ordures chaque semaine. Ce concept, faut-il le préciser, a séduit les Nations Unies dans le cadre du concours Jeunes champions de la Terre. Une nouvelle poubelle dans les cuisines de ce restaurant nantais. Colette Marieri a décidé de trier ses biodéchets, épluchures, coquilles d'œufs ou encore noyaux. Plus question de les jeter avec les autres ordures. Il y avait un manque par rapport à ça. On trie le plastique, on trie le verre, on trie le papier, donc pourquoi ne pas trier aussi les biodéchets? À l'origine de la collecte, la Tricyclerie, une jeune association nantaise. 4 jours par semaine, Valentine Villebout et ses coéquipiers sillonnent la ville à vélo. 1,5 tonne de déchets organiques récoltés chaque mois. Une petite révolution pour la trentaine de restaurants et entreprises qui font appel à la Tricyclerie. C'est vrai qu'ils ont un peu la crainte de savoir comment ils vont pouvoir organiser ça dans leur cuisine, comment expliquer ça à leurs cuisiniers, mais une fois qu'on leur explique, qu'on leur donne bien le matériel, qu'on leur donne la signalétique, qu'on leur explique que c'est simple en fait,
Nous, on prend tout, même les coquilles d'œufs, les agrumes, à part le pain, la viande et le poisson, on prend tout. Pour 40 € par mois, les déchets organiques des professionnels sont ramassés puis compostés. Le compost est ensuite distribué gratuitement par la tricyclerie. Un concept tout simple, mais résolument tourné vers l'avenir. D'ici 2025, la France généralisera la collecte séparée des biodéchets à l'ensemble de la population. C'est une petite goutte, mais du coup ça veut dire que la possibilité de l'étendre est vraiment large. Et plus on aura de restos, plus il y aura de compost et d'épluchures revalorisées qui passeront pas par le camion BN ni par l'incinération. Donc c'est autant d'énergie gagnée pour la planète. Et l'idée des Nantais a séduit jusqu'aux Nations Unies. À travers le monde, 12 projets dont la tricyclerie ont été sélectionnés parmi plus de 2000 dossiers pour un concours lancé par l'ONU Environnement. Premier prix, un financement de 15 000 $. Les résultats seront connus en novembre prochain. Enfin, en 1979, en Centrafrique, Jean Bédel Bokassa ne jouit plus d'une grande popularité. En effet, le président et empereur autoproclamé de la Centrafrique réprime dans le sang une manifestation d'étudiants et élèves qui protestaient contre le coût élevé des uniformes scolaires. Le pays s'enfonce dans la crise et dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa Ier se trouve en Libye, le contre-espionnage français lance une opération commando contre son régime. Jean Bédel Bokassa s'engage dans l'armée coloniale française en mai 1939. Il termine sa carrière dans l'armée française avec le grade de capitaine. Son cousin, David Dacko, président de la République centrafricaine, fraîchement indépendante, le nomme colonel conseiller militaire, puis chef d'état-major en 1964. À la fin de l'année 1965, le chef de la gendarmerie tente un coup d'état contre David Dacko et envoie des gendarmes pour tenter d'arrêter Jean Bédel Bokassa. Retournant la situation à son profit, Bokassa neutralise la gendarmerie et renverse Dacko à son propre avantage. Il accède ainsi au pouvoir le soir du 31 décembre 1965 à la faveur de ce qu'on appelle le coup d'état de la Saint-Sylvestre. Il devient ainsi deuxième président de la République centrafricaine le lendemain. Jean Bédel Bokassa est plutôt populaire durant les 7 premières années qu'il passe au pouvoir, en dépit de la violence de son régime qui pratiquait torture et exécutions sommaires. Francophile, son régime est soutenu par la France. Jean Bédel Bokassa renforce son emprise dictatoriale, s'autoproclame président à vie le 2 mars 1972, puis se promet maréchal le 19 mai 1974. Le 2 janvier 1975, il forme un nouveau gouvernement et nomme une femme au poste de premier ministre. Le 4 décembre 1976, au congrès du Messane, Bokassa établit une nouvelle constitution et instaure la monarchie, l'Empire centrafricain. Il se fait appeler Sa Majesté impériale Bokassa Ier le 4 décembre 1977. Son titre complet est Empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du parti politique national, le Messane, Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. La cérémonie a lieu au Palais des Sports de Bangui. Aucun chef d'État invité n'est s'y rend. En janvier 1979, Bokassa instaure une tenue unique à l'école, mais beaucoup de familles refusent de la payer. Des manifestations de lycéens ont lieu. Devant l'ampleur de la répression, l'empereur limoge de nombreux officiers. Il fut jugé dans 2 procès. Le premier par contumace le condamne à mort. Le deuxième ne lui reconnaît qu'un délit, complicité dans la répression, et le condamne à une peine très légère. Il fut gracié peu de temps après. Dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa Ier se trouve en Libye, dans l'optique d'un rapprochement avec le colonel Kadhafi, le SDECE lance l'opération Cabane. La prise de Bangui peut débuter. Le lendemain, aux alentours de minuit et demi, David Dacko annonce officiellement la chute de l'Empire centrafricain et proclame la République. Empereur déchu, Bokassa se réfugie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant 4 ans puis en France, pour finalement retourner à Bangui en octobre 1986. Bien qu'il eût été condamné à mort par contumace, il sera arrêté et jugé pour trahison, meurtre, cannibalisme et détournement de fonds. Le 12 juin 1987, au terme de son second procès, il est reconnu non coupable des charges de cannibalisme, mais la peine de mort est confirmée pour les autres charges. Sa peine est d'abord commuée en prison à vie en février 1988, puis en 10 ans de réclusion. Il est amnistié par André Kolingba en 1993 en tant que dernier acte présidentiel et meurt en 1996 d'un arrêt cardiaque. Jean Bédel Bokassa avait 17 femmes et 39 enfants reconnus. Voilà des précisions de Moussa Konaté. Merci de nous avoir suivis.